Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle, l'émission qui chaque semaine vous emmène à la découverte de la Moselle et de son patrimoine. Cette semaine, j'ai envie de vous emmener à la découverte d'une histoire qu'on oublie parfois, et pourtant, elle a grandement participé au rayonnement de la ville de Metz tout au long du 19e siècle. Cette histoire, c'est celle de l'art. De nombreuses peintures, de sculptures vont être produites par les artistes à Metz tout au long du siècle du progrès, et notamment sous le flamboyant Second Empire de Napoléon III. Aujourd'hui encore, les productions de ces artistes du 19e siècle ravissent les visiteurs du musée de la Cour d'Or. Ces œuvres dont le nom des auteurs sont toujours bien vivants à Metz, Auguste Migette, Théodore de Villy, Laurent-Charles Maréchal, mais aussi des musiciens et des compositeurs comme Ambroise Thomas bien sûr. Des noms célèbres qui vont se réunir autour d'une ambition commune, la création artistique. Revenons sur cette histoire de l'art au 19e siècle avec la spécialiste Claire Meunier qui m'a ouvert les portes du musée et de la salle d'exposition, très surprenante, vous allez le voir, dédiée à ce siècle et à ses créations. Regardez. En France, le 19e siècle est le théâtre de nombreux soubresauts politiques. Après le Premier Empire de Napoléon Ier, la monarchie est de retour avec Louis XVIII et Charles X. Louis-Philippe Ier amène un peu plus tard un renouveau avec un régime plus constitutionnel. Mais les républicains prennent de plus en plus de place dans l'échiquier politique. Et en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République. Mais en 1851, le président Bonaparte proclame un nouvel empire. Parallèlement à ces chambardements politiques, l'art vit une nouvelle ère. À Metz, au musée de la Cour d'Or, une nouvelle salle d'exposition met en avant cette profusion artistique. Claire Meunier, spécialiste de l'art au XIXe siècle, a activement participé à cette mise en place plutôt inhabituelle de nos jours. Nous nous trouvons actuellement dans la salle 19e du musée de la Cour d'Or qui a été refaite à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire que l'accrochage a été entièrement repensé avec une idée directrice qui est de présenter une sélection d'œuvres du 19e siècle issues de nos collections dans une manière évoquant les accrochages qui avaient cours au 19e siècle. Donc ces accrochages beaucoup plus denses que ceux qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelait à touche-touche. Donc il faut imaginer des cadres qui tapissaient littéralement les murs, donc du sol au plafond, sur plusieurs niveaux superposés, et très proches, d'où l'appellation à touche-touche finalement, puisqu'ils étaient près de se toucher. Et donc là, nous avons un accrochage qui est beaucoup moins dense que ce qui se faisait à l'époque, puisqu'on a quand même quelques dizaines de centimètres entre chacune de ces œuvres, mais ça permet quand même d'évoquer un peu ce mode de présentation et d'exposer plus d'œuvres dans cette salle qu'auparavant, notamment pour une période qui est très représentée dans les collections du musée. Paysages, scènes mythologiques, scènes de la vie quotidienne, portraits, sculptures, autant de genres et de styles qui rappellent et mettent en exergue les différentes thématiques abordées au cours du 19e siècle. Le renouveau engagé par les artistes est total, et en même temps, il se réfère à des genres et des thématiques qui ne sont pas sans rappeler les temps anciens. Cette toile représentant Narcisse, ou encore celle-ci représentant Jupiter et Io, font référence à la mythologie antique. D'autres présentent des paysages impressionnistes, un grand écart très caractéristique de ce siècle. Ce qui est intéressant au XIXe siècle, en fait, c'est le foisonnement des courants artistiques, où on a vraiment une succession ou une cohabitation d'ailleurs d'un grand nombre de mouvements artistiques, parfois similaires, parfois très différents, qui vont égrener les décennies, etc. au cours du siècle, et qui étaient assez bien représentés dans nos collections. On part, on va dire, au tout début du XIXe siècle, voire à la fin du XVIIIe siècle, si on prend vraiment les prémices du néoclassicisme. Et on arrive à la fin du siècle au symbolisme, en étant passé par le romantisme entre-temps, par l'impressionnisme bien connu, et toute autre sorte de mouvement. Et je pense que ce qui est intéressant dans le XIXe siècle, c'est justement ce foisonnement un petit peu d'invention, et en même temps un regard qui est quand même très tourné vers le passé avec tous les styles néo, le néo-médiéval, le néo-byzantin, enfin voilà, toute cette
cette façon finalement de faire ce qu'on appelait la modernité à partir de beaucoup d'aspects différents issus de l'art du passé. À Metz, ce renouveau va avoir une importance particulière. De nombreux artistes donnent naissance à une période très prolifique et éclectique. Certains noms sont aujourd'hui connus dans le monde de l'art et sont à l'origine des représentations picturales, parmi les plus célèbres de la ville de Metz notamment. Ces artistes forment ce qui deviendra l'école de Metz. C'est on va dire un regroupement d'artistes qui sont nés au début du siècle, qui dans les années 1820-1830 vont se former à Paris, comme c'est souvent le cas à l'époque, et qui ensuite reviennent à Metz, donc dans leur ville natale, pour exercer leur art. Et ils présentent au salon, puisque c'est l'endroit où exposent les artistes vivants à l'époque, pour se faire reconnaître, pour faire connaître leur art, leur production. Et à l'occasion d'un de ces salons, dans les années 40, Baudelaire va parler de ces messieurs de l'école de Metz. Et c'est ça qui va donner un peu le nom de ce mouvement qui regroupe principalement Laurent-Charles Maréchal, qui est son chef de file, notamment parce que c'est sur l'une de ses œuvres que va naître l'appellation de l'école de Metz. On peut penser aussi à Auguste Migette, qui est une autre figure importante de l'école de Metz et également dans l'histoire du musée. Et puis d'autres figures moins connues, mais qui ont aussi une production assez abondante, comme les Husneau, père et fils, comme Auguste Roland, donc pour tout ce qui est plutôt paysagiste, et puis quelques artistes féminines, comme les sœurs Sturel-Peigné, qui étaient, elles, plutôt spécialisées dans la peinture de fleurs, donc de bouquets de fleurs, et qui avaient été reconnues, dont le talent avait été reconnu, notamment par l'impératrice Eugénie, qui avait trouvé leur peinture de fleurs très jolie. Pour autant, la place de Metz dans le monde des arts est difficile à créer. En effet, ville fortifiée ayant vécu de nombreux sièges tout au long de son histoire et grande place fortifiée, la ville est avant tout pourvue d'un rayonnement militaire. Cependant, à force d'efforts et de volonté, les artistes et les habitants de Metz vont peu à peu parvenir à faire évoluer cette image grâce à l'art. Au XIXe siècle, l'identité de la ville de Metz pourrait être peut-être qualifiée de mouvante, puisque c'est une ville qui est perçue comme une ville militaire, on va dire, de garnison, en tout cas une ville qui est proche de la frontière et qui a de ce fait un rôle important sur le plan politique, militaire, diplomatique. Et dans le même temps, sur le plan artistique, on pressent des envies, notamment des notables, de développer un petit peu tout un pan culturel. Et on a des plaintes ou des demandes réitérées de toute cette bonne société messine finalement, pour que notamment la ville crée un musée au début du siècle, pour qu'elle acquiert des œuvres. Et il faut savoir que par exemple, la plupart des collections du musée de Metz à l'origine sont issues de dons ou d'achats de collections en gros, on va dire, sans réel tri préalable ou avec un tri très peu sélectif, parce qu'il faut constituer une sorte de noyau dans une ville qui apparaît, en tout cas qui est présentée comme étant en retard sur le plan du rayonnement culturel. Il faut savoir aussi que Metz, par exemple, n'a pas été incluse dans la liste des 15 musées du décret Chaptal en 1801 et donc n'a pas reçu d'envoi de l'État parce qu'on considérait que c'était une ville militaire de garnison et donc qu'elle avait une autre identité. Donc il y a un peu pas vraiment cette schizophrénie, mais on va dire cette réalité et cette envie qui cohabitent. Un revirement d'image qui encourage les artistes à créer. Et si les paysages sont nombreux, les portraits ont également une place importante, et les différents artistes qui se côtoient et se lient d'amitié vont être à l'origine de nouvelles œuvres. Comme ce magnifique portrait de l'artiste Émile Friant intitulé La coiffure, ou ces portraits du poète Paul Verlaine, ou encore ces deux représentations du compositeur bien connu à Metz, Ambroise Thomas. Un portrait relativement jeune quand il est en début de carrière, puisqu'il est portraituré alors qu'il est à Rome. Il a remporté le prix de Rome de musique au début des années 1830. Et donc là, il est portraituré juste avant de rentrer en France, donc à la fin de ce séjour de 3 ans où il a étudié à Rome et donc avant de commencer véritablement sa carrière proprement dite. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons finalement non pas un mais 2 portraits de lui qui ont été peints par 2 frères, donc les frères Flandrin qui étaient à Rome au même moment qu'Ambroise Thomas, qui se sont liés d'amitié avec lui, qui sont restés très amis tout au long de la carrière et qui sont 2 peintres quand même
importants du XIXe siècle. Donc ça montre à la fois la physionomie du futur compositeur, même si on peut considérer qu'il l'est déjà lorsqu'il est encore jeune homme en début de carrière, et puis ces liens d'amitié qui peuvent exister entre artistes. Et au milieu de la salle, cette statue qui semble tout droit sortie d'un temple romain trône en majesté, rappelant au goût du jour l'intérêt que portent les artistes du XIXe siècle à l'art classique et aux représentations antiques. Donc elle représente Phryné, donc qui est une courtisane de l'Antiquité romaine, au moment où elle est dévêtue par son avocat, puisqu'en fait elle était accusée d'impudicité, ce qui pour une courtisane paraît assez logique. Et donc son avocat, voyant que le tribunal allait la condamner, lui arrache sa toge pour leur montrer que devant tant de beauté, il est impossible de condamner une femme de cette beauté. Et donc c'est ce qu'on voit là, où elle est en train de se cacher par pudeur finalement, puisque son avocat vient de la dévêtir, et elle sera acquittée d'ailleurs. Et donc c'est ce qu'on voit, c'est un sujet qui a été représenté plusieurs fois au cours du XIXe siècle, à la fois en peinture ou en sculpture. Et donc là, on en a une version sculptée qui a été présentée au salon, dont on sait qu'elle a été reçue de manière mitigée. D'ailleurs, on a des critiques de journaux de l'époque qui se moquent très clairement de la statue, notamment de la position des mains, en la comparant à une danseuse de castagnette, ce genre de choses, ce qui est quand même peu sympathique. Et puis l'œuvre va rentrer assez rapidement dans les collections du musée, puisqu'elle arrive en 1901. Cette nouvelle salle d'exposition du musée de la Cour d'Or, en plus de nous rappeler la façon dont les œuvres étaient installées il y a plus d'un siècle, nous permet également de replonger au cœur d'une époque où les artistes s'essayaient à de nouveaux genres, tout en rendant hommage aux plus anciens et aux récits mythologiques. Et si toutes ces œuvres ne sont pas issues des artistes de l'école de Metz, elles nous replongent toutes dans l'âge d'or d'une période où l'art participe activement à transformer le visage de la ville de Metz. L'école de Metz crée donc de nombreuses œuvres qui comptent encore aujourd'hui parmi les plus belles toiles qui se trouvent à Metz et qui représentent Metz. Un foisonnement étonnant qui finit par faire parler de la ville dans tout l'empire de Napoléon III. Et la récompense pour cette présence artistique sera de taille en 1861. En effet, un événement s'apprête à faire de Metz la capitale du monde des arts et de la modernité. Une histoire exceptionnelle que Claire Meunier, encore une fois, nous aide à comprendre grâce notamment aux archives conservées au musée de la Cour d'Or. Et nous allons voir combien ces plans de l'époque nous permettent de comprendre l'importance et l'ampleur de cette année 1861 pour la ville de Metz. C'est parti pour un nouveau voyage au cœur du flamboyant Second Empire. En 1861, l'empire de Napoléon III va rayonner à travers toute l'Europe grâce à un événement dont l'écrin sera Metz. Forte de son rayonnement culturel qui grandit tout au long du XIXe siècle, c'est en effet cette cité qui sera choisie pour accueillir un rendez-vous prestigieux et relativement nouveau dans l'histoire, la 4e édition de l'Exposition universelle. Cependant, à la genèse de cette histoire, la proposition était plus modeste. Mais grâce à l'engouement des élus messins, l'événement va gagner en intensité. Donc en 1857, le préfet de la Moselle est informé que Metz a été choisi pour accueillir un concours agricole régional commun à tout l'est de la France, quelques années plus tard. Et la ville, dans ce contexte et dans les années suivantes, va décider d'y adjoindre un certain nombre d'autres manifestations et de transformer en quelque sorte cet événement en exposition universelle, donc qui aura lieu en 1861 et qui va regrouper à la fois l'industrie, les beaux-arts, l'horticulture et l'agriculture. La ville s'organise et les travaux d'installation sont considérables. La somme allouée à la préparation de cet événement s'élève à 280 000 francs, une somme énorme équivalente à près d'1 million de nos euros.
L'emplacement choisi pour accueillir cette exposition universelle se situe à l'entrée de l'ancienne ville. La place Royale, aujourd'hui place de la République, est le parc flambant neuf de l'Esplanade. Les organisateurs le savent, une exposition universelle attire toujours plusieurs dizaines de milliers de personnes et plusieurs centaines d'exposants. Il s'agit donc de construire d'immenses structures prêtes à accueillir tout ce beau monde. Et la réputation de la ville et de l'Empire ne laisse pas le droit à l'erreur. Dans les réserves du musée de la Cour d'Or de Metz, la conservatrice Claire Meunier nous emmène à la découverte de l'ampleur de ces constructions, grâce à des plans d'époque dont les nombreuses précisions constituent d'importants atouts pour comprendre au mieux cet événement. Donc là, nous avons un plan de l'exposition universelle de 1861 qui présente les différents bâtiments avec leurs emplacements. Donc on voit notamment sur cette partie-là du document la place Royale et l'Esplanade, avec ici le grand bâtiment très long qui était dédié à l'industrie, qu'on voit aussi en élévation ici, donc avec son pavillon central et les deux pavillons latéraux. Et puis ici et ici, les deux pavillons plus petits qui servaient pour l'un pour tout ce qui était industrie, donc ici, et puis pour le bâtiment donc, qui se situait près de la rue des Clercs, donc, que l'on voit partir ici, tout ce qui était musique et beaux-arts. Et enfin, on a la dernière partie, donc l'horticulture, qui occupe tout cet espace, avec ici les stalles pour notamment le bétail qui était présenté lors de l'exposition temporaire. Et ce qui paraît intéressant, c'est qu'on a dans la légende les surfaces des différents bâtiments, la surface des différents bâtiments qui est précisée. Et donc ce type de document est intéressant historiquement parce que ça garde la mémoire d'un événement, mais aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte de l'ampleur de ce qui a été construit, de l'emprise au sol que cela pouvait avoir, des différents emplacements, des dimensions des bâtiments, de leur positionnement les uns par rapport aux autres. Et donc ça permet vraiment de décortiquer un petit peu l'organisation de l'événement, en tout cas l'organisation dans l'espace. Les constructions sont gigantesques et les chiffres de cette exposition donneraient presque le vertige. 15 000 mètres carrés de surface d'exposition, avec de l'industrie, de la forge, de l'agriculture ou encore de la papeterie, et bien sûr de l'horticulture, cette discipline si chère au cœur de l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III et superviseur de l'événement. Cependant, l'art n'est pas en reste. Cette 4e exposition universelle est aussi l'occasion pour les plus grands artistes du monde de venir montrer leur travail, y compris pour les artistes messins. Il y a deux volets dans cette exposition universelle, comme dans la plupart de celles qui ont été et seront organisées, qui est vraiment le volet industriel agricole et le volet artistique. Et le volet artistique est particulièrement développé à Metz, puisqu'on a la traditionnelle exposition d'artistes, à la fois des artistes nationaux, comme des grands noms comme Delacroix ou Corot, et puis les artistes de l'école de Metz aussi, qui vont beaucoup exposer dans le cadre de cette exposition universelle. Et à côté de cette manifestation qu'on retrouve dans les autres expositions universelles, on a aussi l'organisation de toute une série d'événements, notamment musicaux, de banquets, de festivals, de concours de chant, de musique, de chorale, qui va vraiment faire une sorte de foisonnement culturel pendant cette durée de l'exposition universelle. En tout, plus de 1127 œuvres sont présentées. Elles sont peintes par plus de 400 artistes différents. Concernant le programme des activités, tout est fait pour susciter l'enthousiasme des visiteurs. Plus de 800 chanteurs sont là pour animer les fêtes et les bals quotidiens qui rythment les soirées. Des concours hippiques sont organisés, des animations nautiques ont également lieu sur la rivière de la Moselle, et tant d'autres choses encore qui confirment l'importance de ce rendez-vous qui doit être à la hauteur du flamboyant Second Empire. Cependant, même si la fête est importante durant ce rendez-vous, il ne faut pas oublier l'intérêt premier de cette exposition universelle. En effet, les différents inventeurs, industriels, agriculteurs, fleuristes, artistes, tous doivent être départagés et notés sur leur travail. Un palmarès auquel participe bien sûr la famille impériale.
Le principe de l'exposition universelle, c'est aussi qu'il y a un système de récompense après, qui distingue par des prix et des médailles de première, deuxième, troisième classe, soit les progrès les plus spectaculaires, soit les artistes les plus accomplis, soit le travail fourni sur tel ou tel aspect. Et notamment, par exemple, pour l'exposition universelle de Metz, il y avait un prix spécial de l'impératrice, puisque l'exposition était organisée sous le patronage de l'impératrice, pour l'horticulture, puisqu'on savait que l'impératrice Eugénie était très intéressée par tout ce qui était horticulture. 5 mois de fêtes sensationnelles et de découvertes s'étalent donc entre le mois de mai et le mois de septembre 1861. Fin septembre, la fête est terminée et les organisateurs sont heureux, le pari est gagné. Cette 4e exposition universelle a été un véritable succès. Il est temps de démonter les bâtiments de bois construits pour l'événement. Mais tout ne disparaît pas entièrement. Et ces grandes serres de fer forgé construites pour l'exposition universelle de 1861 sont toujours visibles de nos jours et accueillent toujours du public au jardin botanique de Metz. Un autre souvenir de cette exposition est aujourd'hui visible dans les collections du musée de la Cour d'Or. Un tableau du mondialement connu Eugène Delacroix, qui a participé à l'exposition universelle de Metz et dont les élus souhaitent conserver l'un des tableaux à l'issue de l'événement. La ville demande donc à l'artiste à quel prix il serait prêt à la vendre. Et donc il la propose pour 3 000 francs de l'époque, ce qui est quand même une somme non négligeable, mais pas non plus astronomique. Et donc la ville lance une souscription pour pouvoir acquérir l'œuvre, mais cette souscription ne réunit qu'un peu plus de 2 000 francs. Et l'artiste, dans un grand geste de générosité, va accepter de baisser le prix de l'œuvre pour que la ville l'acquiert, ce qui est toujours une histoire assez sympathique. Et c'est aussi une œuvre qui montre, dans l'histoire du musée et l'histoire artistique de Metz, les liens qui pouvaient exister entre Paris et Metz, et entre l'admiration, en tout cas, qu'avaient les artistes de l'école de Metz pour Delacroix. Mais en ce début des années 1860, l'empire de Napoléon III, à qui tout semble réussir, est en sursis. En effet, le moment approche où la guerre contre la Prusse va précipiter sa chute. Cette guerre franco-prussienne va avoir un impact considérable sur le rayonnement artistique de la ville et pour la peinture de l'école de Metz. 1870 marque la fin de l'école de Metz, puisqu'on a une sorte de diaspora des artistes. Quand on leur demande d'opter, finalement, de choisir entre rester à Metz et devenir allemand ou de rester français et donc de s'exiler, la plupart vont choisir de s'exiler. On a Maréchal qui part à Bar-le-Duc, De Villy qui part à Nancy, et finalement, les artistes qui vont rester à Metz comme Auguste Migette sont assez rares. Donc on a une sorte d'éclatement un petit peu du cercle artistique, et de fait, la vie artistique s'essouffle un peu, en tout cas est moins dynamique qu'elle ne l'a été par le passé, parce que les grandes figures sont parties, et qu'il faut en quelque sorte reconstituer un cercle. Une fin de siècle brutale pour la ville de Metz qui, une fois annexée, va voir d'autres transformations spectaculaires pour la cité, comme le quartier impérial et sa gare construits par les Allemands. Un rayonnement germanique s'inscrit peu à peu dans la cité. Pour autant, l'histoire de Metz au XIXe siècle et tout au long du Second Empire notamment, a pour toujours laissé son empreinte, celle d'une ville dont l'art et les fêtes étaient à la hauteur de la grandeur impériale. L'exposition universelle de 1861 à Metz reste comme l'une des pages les plus exceptionnelles de notre histoire artistique. À force de créations picturales, sculptées, mais aussi de ténacité et d'imagination sans borne, les artistes de Metz ont permis à la ville de développer son image, de la détourner même de son unique aspect militaire qui lui collait à la peau depuis des siècles. L'art, une discipline essentielle qui participe à faire rayonner la ville avec panache et qui pose donc les premiers jalons de cette exposition universelle de 1861. Et même si l'empire de Napoléon III se termine tragiquement quelques années plus tard avec la guerre de 1870, Metz restera pour toujours cette ville militaire devenue ville d'artistes et capitale du monde pendant plus de 5 mois en 1861.
Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au cœur du département de la Moselle, bien sûr.